Par exemple, en ce moment, les JO, tu vis des choses, en fait, des émotions qui sont exceptionnelles. C'est 80 000 euros. Mon chat, pour le coup, il est dans son terrain connu, Ouais. vraiment. Salut à tous, alors bienvenue à Bandol pour un nouvel épisode de Rendez-vous en terrain connu. Nous sommes un média, on inspire les gens à trouver leur terrain connu. Alors ce qu'on appelle notre terrain connu, c'est une quête d'alignement. J'ai toujours été en recherche permanente de me dire ok, est-ce que mon travail me convient? Est-ce que ma vie me convient? Est-ce que j'arrive bien à équilibrer ma vie pro et ma vie perso? Je suis entré en contact avec plusieurs personnes qui m'inspirent. On va essayer de vous inspirer à vous en vous inculquant leur terrain connu et comment eux, ils sont arrivés avec des difficultés, des défis à trouver le leur. Aujourd'hui, on reçoit Gaëlle, qui est sportive de haut niveau, qui est tenniswoman, et elle va nous parler un petit peu de son terrain connu, de ses expériences. Salut Gaëlle. Salut. Bah écoute, merci beaucoup de t'être rendu dispo. On sait que tu es en vacances ici, tu profites un peu. Bon, vacances, tu continues à t'entraîner, ton sport c'est ta life. Donc déjà dans un premier temps, Gaëlle, merci d'être là et présente-toi comme tu le sens. Déjà, merci de m'avoir reçu, c'est cool. J'ai 36 ans actuellement, donc ça fait quasiment 25 ans, 28 ans que je joue au tennis. C'est vraiment ma passion, c'est quelque chose qui fait partie de moi, en tout cas, et de mon identité. Très cool. Est-ce que tu as un mot qui pourrait te décrire aussi en dehors du tennis? Comment est-ce que tu pourrais te décrire autrement? Autre qu'une joueuse de tennis? Ouais. Je suis une femme déjà, sportive, certes. Ouais, voilà, une femme sportive. On va parler de ton terrain connu. Déjà, est-ce que tu conçois cette notion et qu'est-ce que toi tu pourrais nous dire sur le tien? Pour le coup, je me suis jamais trop posé de questions par rapport à mon pro. Je m'en pose un peu plus parce que forcément j'arrive en fin de carrière là. J'adorais le tennis. J'ai commencé en fait avec mon papa, on jouait à la raquette de plage. Il m'a mis au tennis et j'aimais bien le tennis. On va dire que je me suis approprié mon projet plus tard. On joue, on s'amuse, etc. Et moi je suis vite rentrée en fait dans un moule où je jouais bien, donc on m'a détecté, on m'a amené à la ligue, on m'a inscrit à des tournois, mais c'était pas forcément en fait au départ mon projet, c'était plus le projet on va dire de mes entraîneurs, de la vie, de mon niveau qui faisait que en fait on m'a amené directement à jouer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par semaine, me déscolariser aussi à un moment donné. Je l'ai pas choisi en fait, ça m'est un petit peu tombé dessus par rapport à mon niveau. Et je pense qu'au départ, dans ma carrière, j'étais moins alignée que je le suis maintenant. Ok, c'est-à-dire qu'au début, c'était un peu malgré toi, c'est ce que tu me dis là. Peut-être qu'il y a des jeunes qui vont se reconnaître aussi là-dedans, mais j'adorais ce jeu, mais parfois, j'avais pas forcément envie de jouer tous les jours, tous les week-ends. Quand t'es jeune, tu perds, parfois il y a de la déception. Quand tu gagnes, ça se passe très bien, etc. Mais bon, faut pas oublier qu'on est des jeunes de 8, 9 ans, 10 ans, et ça demande quand même au final pas mal d'exigences par rapport à ça. Et je pense que j'ai vraiment commencé en fait à me dire j'adore le tennis et j'ai envie de faire ça après mes études. Quelles études? Jusqu'en seconde, j'étais en classe normale. À partir de la seconde, j'étais déscolarisée, j'étais au CNED. Donc le CNED, c'est des cours par correspondance. Donc là, du coup, déjà un peu désociabilisée. J'avais des amis qui jouaient au tennis, mais qui n'étaient pas déscolarisés. Donc en fait, c'était quand même différent. Mes amis, on va dire en quelque sorte normaux, du coup... ça commençait à sortir, ça partait en vacances l'été. Et moi, c'est vrai que l'été, du coup, je faisais des tournois. Et parfois, je me disais, bon, j'étais un peu dans un entre-deux. Quand je suis arrivée à l'âge de 18 ans, pourtant, je faisais partie des meilleures joueuses françaises. Et j'ai dit, en fait, j'ai envie d'avoir une vie plus normale. Donc, j'ai repris des études, j'ai eu mon bac et j'ai fait une école de commerce. Un BTS, puis une école de commerce. Okay. Ouais. Donc, c'est-à-dire que dans l'ordre, tu as commencé en mode acharné tennis jeune, de 8 à 18, c'est ça? Quelque chose comme ça. Et derrière, tu t'es dit, bon, maintenant, je veux une vie normale. C'est-à-dire qu'en fait, toute la période où tu as énormément bossé dans le tennis, etc., tu l'as fait un petit peu à contre-cœur. Est-ce que tu avais une motivation? Qu'est-ce qui te motivait à avancer pendant toute cette période? On peut pas dire que je l'ai fait à contre-cœur parce que en fait, je jouerais pas encore à 36 ans. En fait, j'aimais pas ça réellement, mais j'avais l'impression en fait que c'était pas principalement mon projet, que c'était aussi le projet de mes entraîneurs, le projet de mon père aussi quand j'étais un petit peu plus jeune, et qu'au final, c'était pas mon projet à moi. Et je me le suis beaucoup plus approprié en fait quand je suis devenue un tout petit peu plus âgée. J'ai fait mes propres choix, j'ai décidé de jouer le circuit qui m'allait. Mais en fait, il y a deux types de circuits. Il y a le circuit en fait international
le circuit que tout le monde connaît, qui s'appelle le circuit WTA. Donc là, c'est pour, en fait, l'objectif, c'est de scorer des points à l'international. Si je veux devenir joueuse de tennis pro, comme l'est par exemple une Caroline Garcia qui est numéro 1 française, je dois passer en fait par ce type de tournoi-là, monter dans les classements. Donc ça demande de partir beaucoup à l'étranger. Il y en a quelques-uns en France, mais ça demande de partir beaucoup à l'étranger. Ça coûte énormément d'argent aussi, et c'est dur de s'entourer en fait, d'avoir un staff, parce que quand on débute, forcément, pour donner un ordre d'idée, une année pleine sur le circuit, si vraiment j'ai envie de jouer dans le monde entier, c'est 80 000 euros à peu près. Donc le ticket d'entrée, il est à 80 000 euros aujourd'hui pour pouvoir participer à ces tournois WTA. Pour pouvoir jouer à ces tournois toute l'année avec un staff, c'est-à-dire avoir un coach de tennis, même pas forcément qui vient avec toi tous les tournois, parce que faut le loger, faut... En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Je pense que si on a 10, 15 000, 20 000 euros de budget pour une année, c'est difficile en fait d'être performant contre des gens en fait qui font tout pour optimiser, on va dire, leur tennis et leur staff. Ouais, donc directement tu pars avec des points de retard face à ces personnes-là qui ont les moyens. Tout ça, c'est même pas lié forcément à ton talent et ton travail. C'est un cadre, ça joue, mais c'est un cadre en plus qui est waouh, 80 000 euros pour démarrer, c'est énorme. En fait, ce que j'en déduis là, c'est qu'au moment où toi t'as pris la décision, ça a pris une ampleur différente en fait. Ouais, c'est sûr. C'est-à-dire que tu t'es dit ça y est maintenant. Et est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic, parce que tu me parlais du moment où tu as repris l'école. Ouais. À quel moment tu te dis non, finalement c'est entre guillemets, finalement c'est le tennis et voilà ce que je vais faire. Est-ce qu'il y a eu un déclic, est-ce qu'il y a eu un moment, une rencontre? Ouais, il y a eu un déclic. Alors déjà, je pense que c'était aussi un peu plus de maturité déjà. J'ai fait 4 ans d'études. Je continuais à jouer. Je me suis pas arrêtée de jouer pendant. Je faisais mes études, mais je m'entraînais quand même quasi tous les jours. Et je continuais à jouer en compétition, mais j'avais un classement. J'étais moins 15 en fait au classement français. Et en fait, le déclic, c'est qu'après j'ai fait 1 an à Londres et j'ai enseigné. J'ai été à la débrouille. J'avais envie de parler anglais. J'ai enseigné toute l'année, alors qu'en fait j'avais pas l'habitude d'enseigner. Et en fait, je me suis dit que vraiment là où je me sens bien, et c'est encore le cas en fait, c'est dans un club de tennis. Je sais que quand j'arrive dans un club de tennis, là c'est paradisiaque, donc je me sens bien en fait. Je me sens alignée en fait, comme tu disais. Là regarde, ouais. On est dessus. Ouais, c'est clair, on est dessus. Ouais. Après, je suis une compétitrice, j'adore la compétition, et voilà, en fait c'est reparti de plus belle. Et en fait, quand je suis revenue de Londres, j'ai commencé à jouer les tournois français, les plus gros tournois français en fait. Ça s'appelle les CNGT, Circuit National des Grands Tournois. J'avais jamais gagné forcément d'argent, et je me suis rendu compte que je pouvais gagner un peu d'argent là-dessus, et qu'au final, ça pouvait être aussi une façon d'être un job en fait, en quelque sorte, un job passion quoi. Réexplique-nous un petit peu ce que c'est justement les CNGT et tout ça. Circuit National des Grands Tournois. Pour les filles, t'as environ, je dirais, alors j'espère que je dis pas de bêtises, mais je dirais une 40aine de tournois dans l'année. Il y a des étoiles, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. 1 étoile, c'est les plus petits. Donc en fait, ça se base sur en fait un cahier des charges et sur le prize money aussi. Et 2, 3 étoiles, en fait, c'est les plus gros. Donc les 3 étoiles, ça veut dire qu'en termes même de compétitivité, en fait, il y a des filles vraiment qui jouent très bien. Il y a des filles, des Pauline Parmentier, des Alizé Cornet, en fait, elles ont déjà joué ce type de tournoi. Elles jouaient sur les 2 tableaux entre guillemets, c'est-à-dire sur le WTA et sur le... En fait, elle joue principalement sur le WTA à 95%, mais parfois des tournois comme ça peut être des tournois en fait un peu de reprise, ça peut être des tournois en fait exhibition poil où les tournois les invitent parce que c'est une vitrine en fait d'avoir une très très bonne joueuse. Ça peut être en fait des tournois qui leur permettent de se préparer, je dis n'importe quoi. Ça on en parlera après, mais c'est vrai que le tennis c'est un sport qui est dur. Ça peut être aussi un tournoi de préparation sur une surface. Est-ce que tu as eu vraiment l'impression de faire des sacrifices dans ta vie pour en arriver là ou pour vivre de ta passion? Et est-ce qu'aujourd'hui tu les referais? Oui, je les referais. Côté professionnel, j'adore ce que je fais, j'adore mon métier, et je pense que c'est pas forcément le cas pour tout le monde en fait. Quand je vois autour de moi, il y a des gens qui peuvent se chercher encore. J'ai adoré, même s'il y a eu des moments durs, j'ai adoré en fait cette carrière, et puis elle m'a tellement en fait apporté sur tout point de vue, que ça soit au niveau perso aussi. Si demain je renaissais, je voudrais refaire une carrière de tennis. Est-ce que je voudrais la refaire différemment? Évidemment, j'ai le regret un petit peu de pas avoir joué des grands tournois, on va dire. Quand je dis, c'est pas par rapport à la renommée, mais c'est juste quand je vois par exemple en ce moment les JO, et quand je vois la possibilité de représenter sa nation, forcément, tu vis des choses en fait, des émotions qui sont exceptionnelles.
Donc plus au final, alors moi à mon niveau j'ai envie, je pense que toi aussi à ton niveau quand tu fais des tournois de tennis, t'as envie aussi. Projette dans quelque chose qui est fou, t'es emporté par la foule. Nous on est Marseillais en plus, donc pour nous le sport, l'Olympique de Marseille, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Et quand on est au stade, t'as une ferveur, tu te dis mais tout le monde veut vivre ça. Ah c'est clair. Tout le monde veut vivre des moments où t'es encouragé par la foule, etc. C'est exceptionnel. Et juste j'aimerais qu'on revienne sur quels ont été ces défis justement, parce que tu nous disais que tu étais épanoui aujourd'hui dans ta vie, que tu avais trouvé cet équilibre-là. Alors oui, bien sûr, tu aurais pu le faire autrement, mais ça c'est la vie, je pense. Quels ont été tes défis? Qu'est-ce qui a été dur? Comment tu as dû te battre? C'est tellement un sport passion que ça se mélange en fait avec ma vie perso. Les autres joueurs de tennis et peut-être même les pros se reconnaîtront. Moi, j'ai du mal à lâcher prise. Par exemple, je suis en vacances en quelque sorte et tu vois, j'ai du mal à rien faire. J'ai du mal. Je suis vite un petit peu dans la culpabilité en fait parce qu'au final, bah déjà, moi, je suis arrêtée depuis 4 mois là parce que comme je te disais tout à l'heure, j'ai une fissure au niveau du tendon d'Achille et je me dis aussi que les autres, elles continuent à jouer, elles continuent à s'entraîner, elles continuent à progresser. Elle continue à scorer des points. Bah, j'ai du mal en fait à lâcher prise complètement et tu vois et à me laisser aller et à mettre le tennis de côté. Ça c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal un peu pendant ma carrière. Ce qui m'a affecté le plus, c'est les blessures, je pense. Celle-là en ce moment est difficile parce que en fait, je me suis fait les croisés il y a 4 ans, donc rupture du ligament croisé plus les 2 ménisques. C'est une blessure où tu sais où tu vas. Au début, c'était dur. Mais je sais que j'en avais pour 7 mois. Les 2 premières semaines, c'était compliqué. Puis après, j'ai fait que progresser. Alors que cette blessure-là, elle a été très en dedans de scie. La gestion des blessures, c'est fou. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir ce truc où tu es obligé d'avoir de la rigueur, à la limite de l'obsession, c'est ce que tu dis. Ouais, Moi, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, mais même pas pour le domaine du tennis. C'est-à-dire que dans ma vie d'entrepreneur aussi, on a une agence de création de contenu avec mon frère, c'est ce que je te disais avant. C'est ma vie. Oui, c'est ta vie, ouais. Je me réveille, je pense à Adam. Je me couche, je pense à Adam. Toute la journée, c'est à la limite de l'obsession. Et c'est vrai que dans le perso, c'est très difficile d'arriver à faire comprendre à ton partenaire, à ta partenaire, si elle a pas la même chose aussi. C'est sûr. Cette obsession, donc il y a un défi aussi là-dessus, je pense, à gérer, surtout quand tu as des métiers de passion comme le tien. Je dirais même pas obsession, je dirais addiction, moi. Addiction, Ouais, carrément. franchement, le mot, c'est addiction, en fait. T'es addict au tennis. Ouais, c'est addictif aux sensations. C'est vrai que là, moi, je le ressens hein, quand je m'entraîne pas, quand je fais pas du sport, il se passe quelque chose en fait à l'intérieur de moi. Et t'as d'autres tips? On parle beaucoup de respiration, de méditation. Est-ce que tu as déjà travaillé avec des personnes qui t'ont inculqué aussi ça, qui est pas forcément que dans le physique? J'ai la chance de bosser avec des préparateurs physiques qui sont très polyvalents, on va dire. Tout ce qui est respiration, méditation, du yoga aussi. En fait, ça reste des choses qui sont complémentaires. Après, à l'époque où j'ai commencé à jouer au tennis, la préparation mentale, malheureusement, en fait, n'était pas encore ancrée dans les mentalités. Elle l'est maintenant, vraiment. Incroyable. Mais en vrai, ça fait combien de temps jeune, tu parles de... Ouais, je te parle jeune. Ouais, quand j'avais 12 ans, 13 ans, je faisais pas de prépa mentale. Ouais. C'était pas du tout ancré dans les mentalités comme ça l'est maintenant. Et je pense que, de toute façon, à haut niveau, ils en ont tout ça hein, maintenant. C'est quelque chose, comme on disait tout à l'heure, le mental, c'est primordial en fait, encore plus dans un sport individuel, je pense. Tu me parles de mental, on a parlé des blessures. Comment est-ce que tu as réussi justement à être résiliente, à te battre pour reprendre ta raquette et repartir au charbon? La passion déjà, enfin, ça part de toi, ça c'est sûr, parce qu'au final, il y a que toi qui peux te remettre au travail, etc. Donc ça part de toi et aussi beaucoup mon entourage. En fait, si j'avais pas l'entourage que j'ai actuellement, en fait, je suis hyper bien entourée professionnellement parlant et c'est un sport individuel mais c'est un travail d'équipe. J'ai un de mes meilleurs amis qui est très souvent là avec moi, qui est présent sur les tournois, qui m'accompagne, qui est aussi un soutien. J'ai mon kiné qui m'aide énormément en fait, que je vois tous les jours. Ça met un cadre. Moi, je l'ai vu, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. J'ai fait un stage dans une académie de tennis dans le sud de la France. J'ai vu des jeunes filles de 12, 13, 14 ans. Je me suis dit, mais elles ont sacrifié leur life. Quand on aime un sport petit, on se dit toujours que ça pourrait être notre vie. Ouais. Après, il y en a que une toute petite poignée qui réussissent à passer le pas par la passion, par la résilience, par l'entourage, par toutes ces choses-là. Et quand j'ai vu ça, vraiment, je me suis dit, en fait, j'aurais pas pu le faire. Tu vois, j'aurais pas pu le faire parce que
ça demandait trop de sacrifices, trop de résilience, trop de travail. Quand t'as tes amis qui sont en train de s'amuser, toi t'es là en train de charbonner sous 40 degrés. Honnêtement, ça a été... Donc je comprends exactement ces points-là, que sont l'entourage, parce que ça te met un cadre. Ouais, carrément. Ouais. C'est la passion en fait. Si t'es pas passionné par quelque chose, et ça c'est vraiment un message que je veux faire passer à tout le monde. Le pourquoi en fait derrière chaque acte, la volonté. C'est-à-dire que la seule chose qui te fait agir, c'est une émotion qui t'appartient et une émotion qui te permet de te dire ok, je me lève, je recommence. Tous les matins c'est dur, mais je repasse à l'action. Moi tu sais, je le dis souvent ça. Je pense que notre job, peu importe dans la vie ce qui nous arrive, c'est de se relever. Ouais, c'est sûr. On a que ça à faire en fait. Tac, chaque jour, chaque matin, t'as des défis, t'as une personne autour de toi qui a un problème de santé, peu importe, ça peut toucher n'importe quel sujet. Je me relève, je reprends le dessus et je vis dans le présent et je suis à fond dans ce que je fais à chaque fois, chaque jour. Et moi, c'est vraiment la raison pour laquelle je voulais t'interviewer et à travers aussi Mathilde qui m'a donné cette idée-là. En fait, les sportifs de haut niveau, ils ont ce truc-là qu'on devrait tous avoir, nous, dans nos vies. C'est pour ça qu'on appelle ça rendez-vous en terrain connu et qu'il y a ce côté avec le terrain. Parce que je pense qu'on a tous un terrain. Et il faut penser que là, c'est ça, la rue, un stade, un concert, un bureau, peu importe, tu vois. Ouais, l'environnement, il est très important. L'environnement, il est très important. Et j'ai envie d'inspirer les gens grâce à des sportifs professionnels parce que je pense que vous avez compris un truc. En tout cas, vous avez réussi à mettre en action quelque chose que peu de monde ont réussi à mettre en action. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi money, argent, là. Pas de souci. Parce que franchement, on se demande, voilà, on se pose la question, comment est-ce qu'on fait? Bon, tu m'as dit le ticket d'entrée 80K. Déjà, est-ce qu'il y a par an. Déjà, est-ce qu'il y a une différence homme-femme ou c'est la même chose? Tu veux dire sur l'investissement de départ? Ouais. Non, c'est la même chose. Même chose, les tournois masculins, féminins, même investissement. En fait, ce qui va coûter cher, pour te donner un ordre d'idée, tu pars avec un coach. Globalement, il prend 1000 € par semaine, déjà, en tournoi. Et je te parle juste de coaching. Hein. Quel niveau de coaching? C'est-à-dire un coach très connu, moins connu, non, classique, c'est la moyenne. Un coach moyen, le fait qu'il soit une semaine en dehors de chez lui, qu'il soit 24 heures sur 24 avec toi, en moyenne, c'est 1000 € par semaine. Okay. Si tu veux le faire à 100%, je te parle, c'est dans les meilleures conditions. Donc déjà, tu as quasiment 25 000 €, on va dire, de frais de coaching, sans parler... du coup, il faut le loger, le transport, l'hospitalité complète, la nourriture en fait au quotidien. Donc là, tu rajoutes une enveloppe de 10-15K, je pense. Et là, on parle du coach de tennis et on parle pas des... Quand tu rentres chez toi, tu t'entraînes aussi. Donc il est là avec toi aussi. Ensuite, tu as un préparateur physique que tu dois prendre à l'année. Donc ça, c'est pareil. Pour te le budgétiser, je sais pas exactement, mais voilà, un préparateur physique, ça doit te coûter 10-15K à l'année, pareil. T'as tout ce qui est aussi les soins. C'est pas la sécu qui paye, hein, ça, les soins. Alors quand t'es blessé, t'as une ordonnance, hein. Mais par contre, quand tu veux faire des soins de récupération, quand tu veux faire de la cryo, quand tu veux faire de l'ostéopathie, et c'est indispensable au final. Alors, t'as beaucoup de joueuses, par exemple, qui sont 400, 500, qui n'ont pas les moyens, qui vont essayer de piocher à des endroits en fait et se dire le préparateur mental, je le prends pas parce que c'est pas une priorité. Je mets plus l'accent sur le coach tennis, plus sur les soins, mais du coup, elles ont des choix à faire. Combien tu gagnes sur un premier tour de tournoi en fonction, on parle de à peu près 80 000 € d'investissement. Comment tu gagnes ta vie? Et à partir de quel moment tu gagnes ta vie? Tu la gagnes pas tant que tu joues pas les grands chelems, que t'as pas le classement pour jouer les grands chelems. Et là, autant tu me demandais si la mise de départ était la même homme-femme, il n'y a pas l'équité homme-femme. Il y a l'équité que sur les grands chelems. En fait, on pense que le tennis c'est un sport d'équité. Alors ça l'est parce que ça l'est beaucoup plus que les autres sports. Mais par contre, sur les grands chelems, il y a l'équité, et sur tout le reste des tournois, elle y est pas l'équité. Comment? C'est-à-dire, pour comprendre? Le tournoi le plus petit, c'est un 15 000 $. Okay. 15 000 $, c'est la dotation complète. Donc en fait, c'est ce qui est redistribué entre le vainqueur, les finalistes, les demi-finalistes et quarts finalistes. Donc tu passes la semaine, logiquement, avec ton coach, et à la clé, le gagnant. La gagnante, on va dire, touche 2500 $. Mais elle y a passé toute la semaine avec son coach. Plus les transports. Si elle a été jouée, si elle joue à côté de chez elle, c'est-à-dire, parce que parfois il y a des tournois en France, tu peux rentrer dans tes frais. Par contre, si tu vas jouer aux États-Unis, forcément, tu rentres pas dans tes frais. C'est terminé. C'est terminé. Pas grand-chose. Hein. Donc derrière, il y a des choix à faire aussi stratégiques par rapport à, ok, je sélectionne telle tournée en Europe qui va me coûter moins cher que telle tournée
aux États-Unis, par Et exemple. vous êtes conseillé pour ça ou c'est vraiment toi Évidemment qu'un Rafael Nadal dont je suis fan, il s'occupe pas du tout de ça, il est déchargé complètement de tout ça. C'est carré pour lui, et puis il a un agent, il a des gens qui s'occupent de ça. Et puis bon, pour lui, c'est assez clair, il joue les grands chelems, les priorités sont un peu différentes. Mais par contre, pour un joueur qui débute, il doit gérer quasiment, de A à Z? sauf s'il a un coach, mais Ouais. une fille qui est 900 à la WTA, globalement, elle a pas un coach avec elle à plein temps parce qu'elle ne peut pas se le payer. À partir, du coup, tu me dis, à partir de 100 mondes, tu commences à gagner de l'argent au tennis, Chez les garçons, je dirais, quand tu es top 250, tu commences, à pouvoir vivre du tennis. ouais, tu vis pas très bien, mais tu vis. Quand tu es 250, tu vas rentrer dans les qualifs de Grand Chelem. Il y a 4 Grands Chelems dans l'année déjà, et le price money a beaucoup augmenté. Je crois qu'en premier tour de qualification, tu prends environ 14 000 euros, je crois. Ok. 15 000 euros, on va dire. Donc tu prends 15 fois 4 déjà. Ok. Donc en quelque sorte, ça va déjà te financer une bonne partie de l'année. Donc déjà, quand tu arrives à accéder aux qualifications de Grand Chelem, c'est un cap qui est passé. Et quand tu es français, en fait, on a vraiment beaucoup de chance d'être français parce que le fait qu'on détienne le Grand Chelem de Roland-Garros ouvre des portes aussi sur les autres Grands Chelems. Il y a des invitations en fait qui sont distribuées entre les fédérations et c'est une fédération qui a beaucoup d'argent du coup. La fédération française a beaucoup d'argent. Donc ce que tu me dis là, c'est que en gros, on fait pas ce sport pour l'argent à la base. Ben non, enfin en fait si tu arrives à rentrer dans le cut en fait bon dans le top 100 français chez les femmes, elles sont 4 je pense. Il y a Caroline Garcia, Barbara Gracheva, Clara Burel, Diane Paris et c'est tout. Parle-moi un peu de, tu m'as parlé de Rafa. Ouais, Est-ce que c'est ton modèle entre guillemets ou c'est une source d'inspiration pour toi? Et dis-moi pourquoi. je suis fan de Rafa depuis que je l'ai vu jouer. J'étais en Australie en 2009. J'ai vu la finale légendaire contre Roger où Rafa l'a battu. Et Roger pleure à la fin, Ouais. exceptionnel. en 5-7. Ouais. Et depuis là, en fait, je suis devenue complètement fan de Rafa. Déjà, il est passionné, il a 38 ans, il joue encore. Donc ça démontre aussi que en fait, il est bien où il est. Là, pour le coup, il est dans son terrain connu, Ouais. vraiment. Et j'adore son mindset. Il lâche rien. Il se bat toujours. Il est hyper fair play. Et c'est vrai qu'au final, il faut arriver à le saluer là-dessus parce que c'est un sport qui est très 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 frustrant. Il a jamais un mot de travers en fait, Rafa. Ce que tu dis, c'est fou parce que je trouve qu'il y a un certain paradoxe dans son caractère. C'est Rafa en dehors du terrain et Rafa sur le terrain. C'est-à-dire que le mec, t'as l'impression, tu sais, limite quand il est interviewé, etc., qu'il est presque un peu gêné. Ouais, c'est Tu ça. ressens l'humilité sur son visage. Et d'un autre côté, sur le terrain, c'est un lion, c'est un taureau. Ouais, il se transforme. Il se transforme. Genre, il lâche rien, pas un point. Il est d'une agressivité dans ses coups, mais d'un autre côté, c'est pas perso contre le gars, genre c'est pas du tout un méchant, etc. Ah, non, Et je non, trouve que c'est fou d'avoir cette dualité. Genre moi, des fois, je me suis retrouvé en match, et c'est dingue de ressentir ça, contre des personnes parfois qui étaient moins fortes que moi ou quoi, et j'avais un peu de pitié, tu vois. Genre j'arrivais pas à enfoncer le clou, à finir le game, tu vois, c'est dingue. Et c'est vrai que quand je vois ces gars qui ont une telle... En fait, le fait d'enfoncer le clou, je vois que c'est presque un respect pour l'adversaire, en fait. Ouais, bien sûr. C'est de se dire tu le finis, mais parce que en vrai tu le traites comme si c'était Roger en face de moi, tu vois. Je sais pas si tu l'as vu le reportage sur Prime de Sur Roger. ouais, je l'ai vu, ouais. C'est tellement émouvant de voir à quel point Roger n'est pas Roger sans Rafa et Rafa n'est pas Rafa sans Roger parce que la compétition, tu vois. La compétition entre deux, elle a l'air saine. Enfin, ça se voit hein, de toute façon. Moi, à mon niveau, je peux ressentir la même chose. T'as des joueurs qui t'aident à t'élever en fait. Et au final, je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé entre eux. Ils se sont vraiment élevés, ils se sont challengés et Toi, t'as ça exactement dans ta carrière? forcément, quand tu joues toujours une personne et que tu la bats tout le temps, c'est différent que quand tu te fais challenger, où tu perds, tu gagnes, tu perds, tu essaies de trouver les solutions en fait pour arriver en fait à définir une stratégie qui va te permettre en fait de gagner. T'as aussi vachement ce qui joue au tennis, c'est les surfaces. Roger et Rafa, c'était le cas, c'est que Roger il gagnait très souvent sur dur contre lui, par contre sur terre, il est quasiment jamais arrivé à le battre, je crois. Une fois, je crois. Ouais, je crois une fois. Je crois une fois sur un tournoi juste avant, Sur un Master jusqu'avant 1000, sur un Roland Master Garros, 1000, je crois. ouais. Ouais. J'ai une question pour toi. Donc là, on va passer sur la phase numéro 2, qui va être plus dans le conseil. Donc déjà, toi, est-ce que tu as déjà eu une parole de la part d'un coach, d'un parent, d'un ami, d'un adversaire, peu importe, qui t'a aidé à avoir un déclic et qui te reste vraiment dans la tête
et que tu aimerais nous partager? Une parole précise, je sais pas. Même plusieurs. T'as des gens qui arrivent à te tempérer, aussi à te gérer. Il y a aussi ce qui se passe quand je suis sur le court. Par exemple, moi j'ai un caractère sur le court assez explosif. Je suis assez hargneuse, alors de la bonne manière, en tout cas je l'espère, mais je peux aussi beaucoup ressentir de la frustration, de l'énervement. Et c'est vrai que je pense que si t'as quelqu'un à côté de toi au final qui est aussi pareil, qui est un peu dans le stress, etc., ben faut choisir un petit peu son entourage. Donc la personne qui m'accompagne en tournoi, souvent elle est plutôt calme, elle est plutôt posée, et ça m'aide au final à retrouver un peu de sérénité en moi quand la sauce un peu est en train de monter, Donc quoi. c'est plus une présence que des Ouais, mots et directs. plus une présence et aussi un comportement, un savoir-être, quoi. J'ai rencontré mes 2 préparateurs physiques quand je me suis blessée. Ils m'ont beaucoup apporté sur la manière d'être. C'est vrai que tout ce que tu parlais, la méditation, la respiration, ils m'ont aussi fait aimer la prépa physique parce qu'ils enseignent d'une manière aussi différente et toujours à travers le jeu. Et c'est vrai que par exemple, le tennis pour moi c'est le jeu, c'est ça que je kiffe à fond. Et la prépa physique, je le voyais plutôt comme un peu plus comme du job. Et là, je l'ai beaucoup plus vu comme en fait un jeu, une manière en fait de s'améliorer et à quelque chose de ludique. Donc eux, ils ont réussi à te l'inculquer d'une manière à ce que tu l'aies vu comme quelque chose de positif et que tu prennes du plaisir aussi à le faire. C'est intéressant ce que tu dis. Je trouve que en fait, on n'est pas obligé d'inspirer les gens en leur parlant ou avec des phrases bateau ou peu importe. Mais déjà dans ta vie, en étant ce que tu es pleinement, tu vas inspirer les personnes qui sont à côté de toi, avec ton tempérament. C'est pour ça qu'il faut essayer d'être au maximum proche de qui tu es, d'être en Bien phase sûr, avec ouais. toi-même, aussi pour inspirer. Il faut savoir bien s'entourer, Ouais, et ça, il faut c'est savoir important, ouais. s'entourer de personnes qui te complètent ou qui t'apportent, rien que par leur présence, de l'apaisement. C'est hyper important. Tu bouges tellement, t'es tellement un petit peu itinérant dans ta manière d'être quand tu joues au tennis, en fait, que il te faut quand même de la stabilité. Et cette stabilité, tu la retrouves à travers une personne à qui tu te sens bien. En tout cas, c'est mon point de vue, mais Je le partage à 100%. C'est trop important. Et parfois, c'est même pas les mots. C'est vraiment, t'as une personne à côté de toi qui est stressée, ça te met pas bien. T'as une personne à côté de toi qui est serein. Moi, par exemple, j'ai peur de l'avion. À chaque fois que je voyage, si ma femme, elle stresse en avion, c'est terminé. ouais, les vibes. Ouais. Tu vois, la vibe qu'elle va me donner, voilà. Donc, si elle est justement beaucoup plus tempérée et elle me dit, bon, ça va, voilà, tu vois. Mais donc, je trouve que c'est intéressant. Et aussi, très important pour moi, que la personne, elle te connaisse et elle te comprenne. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Il n'y a pas que le tennis, hein. T'as aussi au final, toute influence, hein. Si t'es pas bien en extérieur et que la personne, elle est pas ton coach, il sait pas que tu t'es mal levé, que t'as pas très bien dormi, que t'es un peu malade, j'en sais rien que. C'est pas parce que t'es Pas mal de tennisman que choses. t'as pas une vie, Oui, bien c'est sûr. ça. Tu Et vois. ça vient forcément impacter ce qui se passe sur le terrain. Donc là, c'est le conseil de 100 que toi tu as eu. Maintenant, est-ce que toi tu as un conseil à donner? Est-ce que tu as un conseil à me donner? Est-ce que tu as un conseil à donner aux gens justement, des jeunes hommes ou des jeunes filles qui souhaitent devenir tennisman professionnel? Ouais. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Et même de manière générale aussi. Il faut pas perdre en tête le fait que ça reste quand même un jeu. Et il faut que ça soit quand même. Alors forcément, il y a des choses il peut y avoir de la pression un peu autour de ça, la pression du match, etc., la pression d'avoir une gagnée. Ça reste quand même un jeu et donc ça, faut quand même pas le perdre en tête. Surtout que les joueurs de tennis commencent de plus en plus tôt, sont de plus en plus un peu formatés en quelque sorte. Une carrière, elle est longue et elle peut être différente pour chacun. C'est pas parce que à 8-9 ans, t'es pas forcément dans les temps de passage, tu rentres pas forcément dans le cadre, que tu vas pas y arriver forcément, ou que tu vas pas t'épanouir en tout cas, parce que y arriver, enfin, qu'est-ce que ça veut dire en fait, c'est vraiment, moi, ce que je pense, j'ai jamais joué de grand chelem, j'ai jamais été top 100, mais par contre, j'ai kiffé ma carrière en quelque sorte. Donc, je pense qu'il faut aussi être capable de s'approprier sa carrière et en fait d'être aligné avec ça, quoi. Pour rebondir là-dessus, je compléterai aussi avec les réseaux sociaux, avec cette quête de célébrité, cette quête de toujours plus, de toujours mieux, etc. Je trouve que les générations qui arrivent ne voient pas justement ce que tu es en train de nous dire là, c'est-à-dire l'entre-deux. En fait, t'es pas obligé d'être Rafa pour être ou d'être Roger pour être heureux dans le tennis. Et d'ailleurs, parfois, c'est même pas ce qui va te rendre heureux. Et ça marche pour tout en fait. C'est pas parce que t'es chanteur et que tu vas chanter dans des petits cafés-théâtres, etc., ou dans des bars ou quoi, et que t'es pas forcément top 1 Spotify, que t'es obligé d'être heureux. En fait, tu
peux faire une carrière sans être au max de ta carrière. Et pour autant, tu vis bien, t'es content, t'es heureux dans ta vie Ouais, bien sûr, ouais. et ça te permet d'avancer. Il faut arrêter d'être trop extrême. Et les réseaux, je trouve que, je sais pas, toi, est-ce que ça toi, t'es pas trop de la génération des... Je suis forcément réseau, quand même, je le suis moins que la génération actuelle et je pense que ça t'impacte quand même parce que tu as toujours des images, des choses qui te montrent, donc t'es parti dans la comparaison, mais que ça soit dans le perso ou dans le pro, hein, par rapport aux autres. Quand tu vois les gens qui sont dans des endroits incroyables, qui jouent des super beaux tournois, bah forcément, ça te met un petit peu du rêve en tête. Hein. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'être heureux, mais t'es pas forcément obligé de réussir. Faut vraiment se fixer ses propres objectifs, quoi. Moi, j'étais lucide aussi sur ce que j'étais capable de faire et ce que je n'étais pas capable de faire. Déjà, j'avais pas de moyens. Mes parents n'avaient pas de moyens, donc je savais très bien que je mettais une croix en quelque sorte en fait sur le haut niveau. Et au final, ça me correspondait pas forcément non plus à 100% parce que pour être honnête, j'étais pas capable de voyager 45 semaines à l'année seule, du coup, parce que t'as beaucoup de joueuses en fait qui voyagent seules, qui n'ont pas les moyens et qui voyagent seules. J'étais pas capable, donc en fait. Je pense que j'ai baissé un petit peu mes ambitions et en fait j'ai fait quelque chose qui m'épanouissait quoi. Qui t'a rendu heureuse. Qui m'a rendue heureuse, ouais. On va finir sur une série de petites questions assez succinctes. Et l'idée, c'est que tu me réponds de manière assez instinctive. Première question, top. Pour toi, c'est quoi une journée parfaite? Tennis, soleil, luminosité. Magnifique. Si tu dois effacer un moment de ta vie, ce serait lequel? Bon, le décès de ma maman. Dans la peau de qui aimerais-tu passer 24 heures? Rafa. Le plat qui te rappelle le plus ton enfance? Franchement, je dirais une salade que ma maman me faisait, une salade de pommes de terre, oignons, cervelas. Que je mange plus du tout parce que je suis végétarienne. Hein. Le conseil que tu donnerais à ton moi plus jeune? Kiffer. Quelle est la chose la plus précieuse que tu possèdes? Mon chat. Et ma raquette de tennis, mon chat et ma raquette de tennis, je veux dire. Ça va, c'est pas mal ça. Si tu pouvais dîner avec une personnalité, vivante ou décédée, tu choisirais qui? Simone Veil. Merci, on est bon. Bravo. Chambé, j'ai kiffé. J'espère que c'était... Non, c'est parfait, c'est trop parfait. long.